une adolescente disparaît un matin banal. Son terrible secret, gardé par la peur, allait mener à une tragédie impensable. L'histoire de Justice Garrett, 16 ans, dont la vie fut tragiquement emportée en 2018, a laissé sa mère anéantie. Elle n'avait jamais réalisé l'angoisse que sa fille endurait. Justice portait un secret terrible, qu'elle a tu par crainte et par peur du jugement, un silence qui a conduit à une tragédie inconcevable lui ayant coûté la vie. Justice Marie Garrett est née le 19 mars 2002. Elle était l'aînée des 2 filles de Daniel et Sébastien Garrett. Elle a grandi avec sa cadette, Jeannette, de 10 ans sa Benjamine. La majeure partie de son enfance et de son adolescence s'est déroulée dans la petite ville côtière de New Smyrna Beach, dans le comté de Volusia, en Floride. En 2016, ses parents ont divorcé et les 2 filles ont continué à vivre avec leur mère. Environ un an plus tard, Daniel a fait la connaissance d'un homme nommé Robert Kern et a rapidement entamé une relation avec lui. À l'automne 2017, Daniel et ses filles ont déménagé dans la minuscule communauté rurale de Sorrento, en Floride, une ville de juste un peu plus de 1000 habitants. En emménageant chez Robert, Justice a eu beaucoup de mal avec cette transition et a lutté pour s'adapter à son nouvel environnement. Elle s'ennuyait de son groupe d'amis soudés à New Smyrna Beach, et changer de lycée en milieu d'année n'a fait qu'ajouter à son stress. En plus de cela, elle ne se sentait pas à l'aise dans sa nouvelle maison ni en présence du petit ami de sa mère. Pourtant, Justice faisait des efforts pour ne pas créer de conflit. Elle restait polie, facile à vivre, et conservait la personnalité chaleureuse et drôle qu'on lui connaissait. Justice s'est rapidement fait de nouvelles amitiés à l'école et a tissé un lien particulièrement fort avec une camarade nommée Rel. Toutes 2 sont devenues quasiment inséparables. Justice passait souvent la nuit chez Rel, et elles se désignaient même en ligne comme des sœurs. Vendredi 13 avril 2018, Justice a dormi trop longtemps et a raté le bus scolaire. Elle s'est dépêchée de se préparer et a quitté la maison sans prendre de petit déjeuner. Ce matin-là, sa sœur cadette ne se sentait pas bien et était restée à la maison, et leur mère prévoyait d'emmener Jeannette à l'hôpital. Justice a choisi de prendre un bus public pour l'école, qui n'était qu'à quelques arrêts. Elle a attrapé son sac à dos, a dit au revoir à sa mère et est sortie. Personne ne la reverrait vivante. Lorsque Justice n'est pas rentrée après les cours, Daniel ne s'est pas inquiété. Elle a supposé que sa fille était allée chez elle après la classe, comme souvent. En fin de soirée, Daniel a cru que Justice avait simplement décidé d'y passer la nuit, ce qui était devenu une habitude. Même le fait que le téléphone de Justice soit éteint ne l'a pas alarmé immédiatement. Mais samedi matin, Daniel a reçu un appel inattendu de Michel, qui a demandé avec anxiété si tout allait bien avec Justice. Daniel a senti un frisson glacial la parcourir alors qu'elle demandait, d'une voix tremblante, si Justice n'était pas restée chez elle cette nuit-là. La réponse l'a stupéfaite. Michel a expliqué qu'elle n'avait pas vu Justice depuis jeudi. Justice n'était pas venue en classe vendredi et son téléphone était éteint depuis presque 2 jours. La panique s'est installée. Après avoir échoué à joindre sa fille à plusieurs reprises, Daniel est devenue frénétique. Elle s'est précipitée au poste de police local et a signalé la disparition. Les autorités ont commencé les recherches immédiatement. Quand elles ont appris que Justice ne vivait dans la région que depuis 6 mois, elles ont d'abord soupçonné qu'elle avait pu retourner dans son ancienne ville pour passer le week-end avec des amis. Les adolescents partent parfois de chez eux impulsivement à cet âge, par frustration, rébellion, ou simplement par désir d'espace. Les autorités pensaient qu'elle réapparaîtrait sûrement bientôt. Mais Daniel était catégorique, sa fille ne disparaîtrait jamais sans lui dire. Les enquêteurs ont commencé par cartographier le cercle d'amis et de connaissances de Justice, vérifiant si elle avait un petit ami, des conflits récents, ou tout autre élément pouvant clarifier ce qui s'était passé le jour de sa disparition. Elle avait simplement été vue partant pour l'école, et c'était tout. Justice n'avait pris aucun argent avec elle, et tous ses effets personnels étaient encore à la maison. Son téléphone s'était déconnecté peu après son départ, et elle n'avait pas publié sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir tard. Elle n'avait répondu à aucun appel ni message. Aucun de ses amis ne savait où elle pouvait être. Et selon la famille et ses proches, elle n'avait contacté personne. Justice ne buvait pas, ne se droguait pas, ne faisait pas d'expérience avec des substances interdites. Elle ne fréquentait personne et n'avait jamais été engagée dans une relation sérieuse. Elle évitait les mauvaises influences, n'avait pas de différend avec qui que ce soit, et n'avait aucun antécédent avec la justice. Ses professeurs disaient le plus grand bien d'elle et ses camarades la décrivaient généralement comme douce, attentionnée et gentille.
La police a examiné tous les rapports de criminalité locale, les incidents et les accidents de la route dans la région. Ils ont envisagé la possibilité qu'elle ait pu être blessée dans un accident et incapable de donner signe de vie, mais aucun rapport ne correspondait à sa description ou ne suggérait qu'elle ait été impliquée dans quelque chose de tel. En analysant les données de son téléphone, les enquêteurs ont retracé ses déplacements le matin de sa disparition. Vers 7h30, Justice a quitté la maison et a commencé à marcher en direction de son école. Environ 15 minutes plus tard, ses mouvements ont pris un tour étrange. Elle s'est brièvement arrêtée, puis a soudainement changé de direction. Peu après, son téléphone s'est éteint complètement. La disparition de Justice est rapidement devenue le sujet de conversation de la petite ville tranquille, un endroit où il ne se passait généralement pas grand-chose. Tout événement inhabituel se répandait rapidement par le bouche à oreille, souvent déformé ou exagéré. Pour certains habitants, les rumeurs étaient une forme de divertissement, et ils n'hésitaient pas à les répéter. Alors que les amis de Justice et de nombreux camarades essayaient sincèrement d'aider l'enquête, d'autres traitaient la situation comme une occasion d'attirer l'attention, de gonfler leur propre importance ou de jouir d'un moment de notoriété. De nombreuses personnes ont affirmé avoir aperçu Justice Garrett dans différentes parties de la ville. Certaines insistaient pour l'avoir vue monter dans une mystérieuse voiture noire aux vitres teintées. D'autres disaient qu'elle marchait avec un groupe d'adolescents rebelles, et quelques-uns ont même suggéré qu'elle avait été attirée dans une secte religieuse. Ces rumeurs sont apparues de nulle part, rendant difficile pour les enquêteurs de distinguer la vérité de l'imagination. En conséquence, chaque piste, aussi farfelue soit-elle, devait être examinée. Une élève, une fille d'une classe au-dessus de Justice, a attiré une attention particulière par son comportement. Elle a créé un blog entier sur la disparition de Justice, affirmant que l'adolescente avait fui avec un petit ami secret et était enceinte. Elle ne faisait que chercher l'attention et la popularité, diffusant des histoires sensationnalistes complètement inventées. Ses actions ont entraîné des conséquences disciplinaires, et elle a été suspendue de l'école pour une courte période pendant que l'enquête se poursuivait. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont également été supprimés pour avoir partagé de fausses informations. Le 17 avril, 4 jours après la disparition de Justice, un homme a passé un appel glaçant à la police. Il disait être tombé sur quelque chose d'inquiétant dans une zone boisée à la périphérie de Daen. L'homme, un coureur passionné, faisait souvent son jogging le long d'un sentier isolé qui serpentait à travers un parc et dans la forêt. Ce matin-là, alors qu'il s'enfonçait dans les bois, une forte odeur fétide de décomposition l'a frappé. Au début, il a pensé à un animal mort et a envisagé de contacter les autorités compétentes pour le faire enlever. Mais la curiosité a été la plus forte, et il a décidé d'enquêter lui-même sur la source. En s'écartant d'environ 5 mètres du sentier dans les broussailles épaisses, il est tombé sur une vision horrible. Un corps humain dans un état de décomposition avancé, méconnaissable. D'après les cheveux longs et les fragments de vêtements, il semblait s'agir d'une jeune femme. L'homme a immédiatement contacté la police et est resté sur le sentier, veillant à ne pas perturber d'éventuelles preuves. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont examiné attentivement la scène et les restes. Il est rapidement devenu évident qu'il s'agissait du lieu d'un crime violent et que la victime était en effet une très jeune femme. Ses vêtements étaient déchirés et ses sous-vêtements manquaient, suggérant que l'attaque avait été à la fois intime et brutale. Bien qu'il y ait eu des marques de morsures sur ses jambes, probablement de la part d'animaux sauvages, les dommages les plus graves avaient été causés par un produit chimique corrosif. Cette substance avait brûlé son visage jusqu'à l'os et avait également été versée sur sa poitrine, le bas de son abdomen et ses parties intimes. Il était clair que le coupable avait voulu non seulement mutiler la victime, mais aussi détruire toute trace d'ADN. Un objectif qui, s'est avéré, avait été en grande partie atteint. Les enquêteurs ont cru que le corps trouvé dans les bois était celui de la jeune fille disparue quelques jours plus tôt. Cependant, à cause des graves dégâts chimiques et de la décomposition, des tests ADN étaient nécessaires pour confirmer son identité. Tragiquement, les pires craintes de la famille Garrett se sont confirmées. Justice avait été retrouvée morte. Ses restes se trouvaient à environ 30 minutes de route de la ville où elle vivait. Les preuves indiquaient qu'elle avait subi une brutale agression avant l'attaque, avec le nez, la pommette et plusieurs côtes brisées. À cause de la décomposition avancée, la cause exacte du décès n'a pas pu être établie avec certitude, bien qu'une asphyxie mécanique ait été suspectée. Lors de son interrogatoire par la police, l'homme qui avait découvert le corps a fourni une information cruciale concernant un individu suspect qu'il avait remarqué dans la région. Il a déclaré qu'il courait souvent le long du même sentier tous les 2 jours et que, 2 jours avant la découverte du corps,
il avait remarqué un homme suspect sortant des bois près de l'endroit où les restes de Justice seraient plus tard retrouvés. Le témoin n'a pas pu donner de description détaillée car il n'avait vu l'homme que brièvement de dos et à distance. Il se souvenait de l'individu comme d'un homme de race blanche, de petite taille avec une carrure trapue, portant un jean et un sweat à capuche noire. L'homme était parti rapidement en réalisant qu'il n'était pas seul, disparaissant parmi les arbres. Sur le moment, le coureur avait trouvé la rencontre inhabituelle, mais n'y avait pas pensé plus loin. Il n'y avait pas d'odeur nauséabonde ce jour-là, alors il avait chassé l'incident de son esprit. Après avoir découvert le corps 2 jours plus tard, le coureur s'est souvenu de l'homme suspect qu'il avait vu sur le sentier et a signalé la rencontre aux autorités. Les détectives ont immédiatement envisagé la possibilité que cet inconnu soit l'auteur du crime, revenant peut-être sur les lieux pour éliminer des preuves. Des experts ont par la suite identifié la substance corrosive utilisée sur le corps comme de l'eau de Javel. La combinaison du produit chimique et des conditions humides de la région avait accéléré la décomposition, laissant les restes méconnaissables. Le jogger lui-même a été écarté en tant que suspect après avoir passé un détecteur de mensonges et fourni un alibi solide pour le jour de la disparition de Justice. Selon sa mère, Justice avait prévu de prendre un bus public ce matin-là. Cependant, les images de surveillance des caméras de rue ont montré qu'elle n'était jamais arrivée à l'arrêt de bus, approfondissant le mystère entourant sa disparition. Un voisin a signalé avoir vu Justice monter dans la voiture de son beau-père, Robert, une révélation qui a radicalement fait basculer l'enquête. Les détectives devaient maintenant réinterroger ses parents pour comprendre pourquoi ils n'avaient pas été francs initialement. Daniel a rapidement admis que son partenaire, Robert Kern, avait récemment fait l'objet d'une suspension temporaire de son permis de conduire. Cependant, comme Justice était en retard ce matin-là, il avait accepté de la conduire. Daniel avait caché ce détail pour éviter des ennuis à Robert lors du premier entretien. Elle croyait encore que Justice était en vie et rentrerait bientôt à la maison. Les détectives ont promptement demandé les images de surveillance des caméras près de l'école pour confirmer la version de Robert. Les images, cependant, ont montré que Robert n'avait pas déposé Justice à l'école ou à proximité. Sa voiture n'avait été captée par aucune caméra le long de l'itinéraire. Alors, où était-il allé? Avec cette nouvelle révélation, il est devenu apparent que Robert était probablement la dernière personne à avoir vu Justice vivante. Lorsqu'il a été interrogé à nouveau, il a admis avoir conduit Justice ce matin-là malgré son permis suspendu. Selon lui, Justice l'avait supplié de l'emmener non pas à l'école, mais dans une ville voisine appelée Land, où elle prétendait avoir un rendez-vous planifié avec un petit ami secret. Robert a dit ne pas connaître l'identité de la personne qu'elle devait rencontrer et avoir d'abord refusé de l'emmener. Finalement, cependant, il avait cédé à ses supplications, espérant améliorer leur relation tendue. Justice lui aurait fait promettre de ne rien dire à sa mère de cette sortie. Elle l'avait assuré qu'elle rentrerait seule plus tard dans la journée et avait mentionné que, comme c'était vendredi, elle prévoyait de passer la nuit chez une amie. Robert avait accepté, ne voyant rien d'inhabituel ou d'alarmant dans la situation. Cette révélation introduisait un suspect potentiel, un petit ami secret. Les enquêteurs devaient l'identifier et le localiser rapidement, car il pouvait avoir été impliqué dans la disparition de Justice, ou du moins avoir peut-être été la dernière personne à l'avoir vue vivante, ce qui était crucial pour les recherches. Les forces de l'ordre ont commencé à examiner les contacts et l'activité sur les réseaux sociaux de Justice, puisque son téléphone n'avait pas été retrouvé. Ils ont également saisi son ordinateur portable, et ce qu'ils y ont découvert n'a fait que soulever plus de questions. Justice entretenait de multiples comptes sur diverses plateformes, interagissant régulièrement avec des amis en personne et en ligne. Pourtant, il n'y avait aucune preuve d'implication romantique ou de petit ami. Un compte, cependant, paraissait particulièrement inhabituel et suspect. Ce compte est rapidement devenu le centre de l'attention des enquêteurs alors qu'ils tentaient d'en déterminer le propriétaire et tout lien avec la disparition de Justice. Un jeune homme nommé Kevin avait montré un niveau d'intérêt inhabituel pour Justice au cours des derniers mois. Il lui envoyait des messages quotidiennement, aimait ses publications et laissait des compliments sur ses photos. Cependant, Justice semblait largement indifférente. Elle répondait rarement, ignorait souvent ses messages et ne montrait aucun désir d'engager la conversation avec lui. Les amis de Justice ont confirmé plus tard qu'elle avait mentionné un admirateur persistant qui lui envoyait constamment des messages en ligne, mais qu'elle trouvait son attention plus agaçante que flatteuse. Kevin semblait avoir environ 2 ans de plus que Justice et vivre dans la même ville.
Son profil ne contenait que quelques photos le dépeignant comme un jeune homme athlétique et attirant. Pourtant, aucun des amis ou de la famille de Justice ne l'avait jamais rencontré en personne. On a rapidement découvert que le compte était faux, avec des photos volées sur Internet. Des spécialistes ont rapidement retracé les détails de création du compte, révélant qu'il n'appartenait pas du tout à un adolescent, mais à un homme adulte. Robert Kern, le beau-père de Justice, a été rappelé pour un interrogatoire. Les détectives l'ont pressé de questions sur les raisons pour lesquelles il avait créé un faux compte pour interagir avec sa belle-fille et pourquoi il ne l'avait pas divulgué plus tôt. Robert a paru d'abord surpris que les enquêteurs l'aient lié à ce compte, mais s'est rapidement repris et a offert une explication. Il a affirmé avoir créé le compte pour booster l'estime de Justice, pensant qu'en tant que nouvelle venue en ville et à l'école, elle pourrait apprécier de recevoir des compliments d'un jeune homme attirant. Alors que Justice était effectivement nouvelle dans la région, elle s'était déjà bien adaptée, s'intégrant rapidement à la communauté scolaire et se faisant de nombreux amis. Cependant, les proches de Justice avaient récemment remarqué des changements dans son comportement. L'adolescente autrefois joyeuse et insouciante était devenue de plus en plus tendue et anxieuse. Elle n'en partageait les raisons avec personne, mais passait tellement de temps chez sa meilleure amie Rel qu'on aurait dit qu'elle y avait pratiquement emménagé. Même ainsi, elle ne s'était jamais confiée à Rel sur ce qui la troublait. Selon Rel, le beau-père de Justice était venu plusieurs fois la chercher chez elle pour la ramener à la maison. Chaque fois, Justice paraissait visiblement mal à l'aise et essayait d'éviter de partir avec lui. Elle appelait sa mère, suppliant de rester quelques nuits de plus chez Rel, promettant en échange de faire toutes ses corvées et de se concentrer sur son travail scolaire. Daniel accordait souvent ses demandes. Robert et Justice avaient, disait-on, eu une relation tendue dès le début, ce dont ses amis étaient bien conscients. Cependant, Justice ne l'avait jamais accusé d'agressivité ou de comportement inapproprié. De même, son entourage, y compris sa mère, n'avait jamais rien remarqué de préoccupant dans les interactions de Robert avec sa belle-fille. Alors que les soupçons s'accumulaient, Robert Kern est rapidement devenu le principal et unique suspect dans l'enquête sur la mort tragique de Justice. La police l'a placé en détention pour des interrogatoires approfondis tout en examinant simultanément son passé et son mode de vie. Âgé de 43 ans, Robert avait de nombreux antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour cambriolage, possession de substances illégales et rixes. Son casier judiciaire avait rendu extrêmement difficile pour lui de maintenir un emploi stable. Il effectuait occasionnellement des travaux illégaux comme charpentier dans une scierie locale, s'occupant de petits boulots pour joindre les deux bouts. Les détectives se concentraient maintenant sur le lien entre le passé douteux de Robert, son comportement envers Justice et l'enchaînement des événements ayant conduit à l'horrible crime. Il avait soigneusement caché son histoire à tout son entourage, y compris Daniel, qui n'avait aucune idée qu'elle vivait avec un homme ayant un casier judiciaire. Lorsque les enquêteurs ont exposé la vérité, Daniel a été stupéfaite et a enfin parlé. Elle a admis que Robert s'était porté volontaire pour conduire Justice à l'école ce jour-là, même si Justice avait protesté. Quand Justice n'était pas rentrée à la maison, Daniel s'était inquiété. Mais Robert l'avait rassuré en disant que Justice passait la nuit chez son ami Rel. Il lui avait même interdit de contacter la police ou de joindre Rel. Les enquêteurs ont examiné les appareils de Robert et ont découvert que, dans les mois précédant la disparition de Justice, il avait recherché à plusieurs reprises en ligne des substances pouvant rendre une personne inconsciente ou immobile. Il avait aussi exploré l'achat de ces substances sur le dark web, et il semblait qu'il avait réussi. Mais ce n'était pas tout. Robert avait recherché des méthodes pour détruire les preuves ADN sur un corps, se concentrant sur des produits chimiques ménagers courants comme l'eau de Javel et les désinfectants. Il avait même étudié des cartes satellites des zones boisées voisines, en particulier la périphérie de Lande, où le corps de Justice a finalement été découvert. Il était devenu évident que Robert avait méticuleusement planifié pendant des mois comment commettre le crime, se débarrasser du corps et effacer toute trace de preuve concernant son mobile. Il était clair depuis le début que Robert avait développé une obsession malsaine pour Justice et avait conclu que la seule façon de passer à l'acte sur ses désirs pervers était d'utiliser la force. Pour échapper aux conséquences légales de ses actes, il avait décidé de l'éliminer complètement. Tout doute restant concernant l'implication de Robert s'est envolé lorsque les enquêteurs ont examiné les données de géolocalisation de son téléphone ce jour-là. Il avait conduit avec Justice vers son école comme prévu, mais avait soudainement dévié vers une zone isolée et s'était arrêté. C'est probablement à ce moment-là que Robert a utilisé un produit chimique, peut-être du chloroforme, pour la maîtriser et a éteint son téléphone. Ce qu'il n'a pas fait, c'est éteindre son propre appareil,
qui a continué à enregistrer ses déplacements. Son véhicule a été localisé se dirigeant vers Lande, où il est resté stationnaire pendant environ 1 heure. Cette fenêtre de temps lui aurait permis d'agresser Justice, de lui infliger des violences physiques, de mettre fin à ses jours par strangulation et de dissimuler son corps dans les bois. Il avait également apporté une petite bouteille d'une substance à base de chlore, qu'il avait versée sur son visage et d'autres zones dans une tentative de détruire les preuves restantes. Cependant, Robert est devenu de plus en plus anxieux, craignant d'avoir pu laisser des preuves compromettantes. 2 jours plus tard, il est retourné sur les lieux avec un gros contenant d'eau de Javel et en a versé abondamment sur la tête, la poitrine et le bas du corps de Justice dans un ultime effort pour effacer toute trace le reliant au crime. Ce matin-là, le jogger l'a aperçu revenant sur les lieux pour une 2e fois, et c'est lui qui a ensuite découvert le corps de Justice, alertant promptement la police. L'alibi de Robert s'est rapidement effondré. Tout en travaillant officieusement dans une scierie locale, il avait demandé à 2 collègues de prétendre qu'il était arrivé à l'heure ce jour-là, alors qu'il avait en réalité près de 2 heures de retard. Sous de nouveaux interrogatoires, les 2 témoins ont avoué la vérité après avoir été avertis qu'ils pourraient faire face à des accusations de parjure et de dissimulation de preuves dans une affaire de crime violent. Robert Kern a nié toutes les accusations, mais les preuves contre lui étaient accablantes, en voyant l'affaire devant le tribunal. Des témoins ont décrit Justice comme vivant dans une peur constante pendant les derniers mois de sa vie, évitant la maison dès que possible. Pourtant, elle ne s'était confiée à personne, pas même à sa mère. Daniel, aveuglé par son affection pour son nouveau partenaire, n'avait pas remarqué les signes avant-coureurs et n'avait jamais interrogé Kern sur son passé. Les procureurs ont méthodiquement démantelé les défenses de Kern, démontrant qu'il avait soigneusement planifié cet acte horrible avec l'intention de faire en sorte que Justice ne survive pas. Des échantillons de mousse et de terre provenant de l'endroit où son corps a été trouvé ont été appariés à des particules sur les tapis de la voiture de Kern, le reliant davantage à la scène du crime. Cependant, les allégations d'agression intime n'ont pas pu être prouvées de manière concluante, car toutes les preuves ADN et tissulaires avaient été détruites par le produit chimique corrosif que Kern avait utilisé, qui avait rongé les restes de la victime jusqu'à l'os. En août 2022, près de 2 ans et demi après le crime, Kern a été reconnu coupable de meurtre violent avec préméditation. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il ne sera jamais libéré. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez vifs, restez vigilants.